Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Dans le Grand News Soir, voici les grandes lignes que nous allons détailler ce soir ensemble. La princesse de Galles a révélé être atteinte de son cancer hier dans un message vidéo où elle précise entamer un traitement de chimiothérapie. Son annonce a suscité de nombreuses réactions de soutien. On l'a tous regardé au moins une fois dans notre vie étant plus jeune. L'auteur et illustrateur de Babar, Laurent de Brunoff, s'est éteint à l'âge de 98 ans. En continuant de faire vivre le personnage créé par ses parents, l'éléphant est parti à la conquête du monde. La communauté internationale, dont la France et les États-Unis, ont apporté leur soutien au peuple russe malgré la rupture diplomatique. Une semaine après sa réélection, l'attentat de Moscou pourrait fragiliser le règne de Vladimir Poutine en Russie. Alors que le nombre de confrères ont mis la clé sous la porte, certains propriétaires de stations-service tiennent bon en renouvelant leur offre. Exemple à Vienne en Isère où une station s'est construite, une clientèle très fidèle. Au Royaume-Uni, les habitants sont bouleversés par l'annonce du cancer de la princesse de Galles, Kate Middleton. Je lui souhaite que tout se passe bien et que le meilleur des traitements soit possible, confie une passante, une Anglaise, samedi. C'est une nouvelle déchirante, commente une autre. La monarchie se livre dans une nouvelle opération transparente quelques semaines après l'annonce du cancer du roi Charles III. Adrien Péroux. L'émotion et le choc à la une des quotidiens britanniques aujourd'hui. C'est tout un pays qui est bouleversé par l'annonce du cancer de la princesse de Galles. À l'image de ces Britanniques au pied de Buckingham Palace ce matin. Bien sûr, je lui souhaite que tout aille bien et le meilleur traitement possible, vraiment. Je travaille à l'hôpital, donc je sais comment ces choses se passent et combien cela peut être un long processus. C'est une nouvelle déchirante, surtout pour la famille. Personne n'a envie que cela touche un proche. Une nouvelle opération transparence de la monarchie, quelques semaines après l'annonce du cancer du roi Charles, que soutiennent ces Londoniens. Je pense que cela va sensibiliser les gens, que davantage de personnes se feront examiner et en apprendront plus sur leur santé. Connaissant Kate et la façon dont elle met ces choses en lumière, je pense que ça peut être une bonne chose d'en parler, une lueur d'espoir au milieu de tout ça. Un signal fort aussi pour le corps médical. Elle est un modèle. Et c'est formidable qu'elle ait fait cette vidéo parce qu'elle dit aux autres malades du cancer, vous pouvez vous en sortir. Kate Middleton a rompu le silence 2 mois après une opération à l'abdomen. Une intervention qui avait provoqué toutes sortes de spéculations dans la presse. Mais aujourd'hui, devant le palais de Windsor, autre haut lieu de la monarchie britannique, un seul mot d'ordre, laissez la princesse tranquille. Elle a le droit à sa vie privée. Maintenant que tout le monde sait ce qui lui arrive, j'espère que tout le monde la soutiendra, lui enverra de la force et lui laissera le temps de se soigner. Je pense qu'il faut que les médias la laissent tranquille maintenant, seule avec sa famille. Le prince William a lui aussi annoncé qu'il serait désormais plus en retrait de ses engagements officiels, le temps de la convalescence de son épouse. Un élégant costume vert, un nœud papillon et une carrière internationale, Babar n'est pas un éléphant comme les autres, c'est un poids lourd de la littérature jeunesse qui séduit toutes les générations. Babar vient de perdre un de ses créateurs presque comme un grand frère. Un personnage avait été inventé par Laurent Le Brunoff un soir de 1931. Sa mère Cécile imagine alors une histoire pour ses 2 enfants. Celle d'un éléphant qui découvre la ville. Séduit, le père transformera l'histoire en livre. Babar, c'est ensuite un succès commercial avec 13 millions d'albums vendus en 27 langues, 5 films d'animation, 3 séries télévisées et une ribambelle de produits dérivés. Le personnage créé par le père a été transformé en empire par le fils. Arnaud Jacquet. Un élégant costume vert, un nœud papillon et une carrière internationale. Clairement, Babar n'est pas un éléphant comme les autres. Un poids lourd de la littérature jeunesse qui séduit toutes les générations. C'était pas un incontournable, c'était mon incontournable.
Voilà, j'étais un vrai grand fan de Babar. Ça m'évoque mon enfance, évidemment. C'est ces grands livres qui faisaient, je sais pas, quasiment 1 mètre de haut avec des jolies illustrations. Un monde un peu utopique et merveilleux. Voilà. Maintenant, je transmets ça à mes enfants, d'ailleurs. Voilà. J'adore parce que les enfants de Babar, ils sont trop drôles. Babar vient de perdre l'un de ses créateurs, presque un grand frère. Le personnage avait été inventé pour Laurent de Brunoff, un soir de 1931. Sa mère Cécile imagine alors une histoire pour endormir ses 2 enfants, celle d'un éléphant qui découvre la ville. Les 2 petits garçons sont conquis, le père aussi. Cette histoire a tellement plu à mon père qui était peintre qu'il a voulu faire un livre pour nous. C'est comme ça qu'est né le premier album Babar, l'histoire de Babar. Une belle histoire et la naissance d'un immense succès commercial. Le père avait créé un personnage, le fils en fait un empire. 13 millions d'albums vendus en 27 langues, 5 films d'animation, 3 séries télévisées et une ribambelle de produits dérivés. Dans cette librairie bordelaise, Babar continue de se vendre, en grande partie grâce à la nostalgie. C'est des livres qui sont demandés parce que les parents les ont lus et donc ils connaissent et donc ils ont envie de les avoir pour leurs enfants. Babar fêtera bientôt son centenaire, un éternel jeunot qui cultive son esprit naïf et sa grande douceur. Peut-être le secret de sa longévité. La France est-elle frappée par une forme de cookie-manie ? Vladimir Poutine tire sa toute-puissance de ses 25 années de règne sans partage. L'attaque terroriste près de Moscou hier pourrait-elle le faire vaciller ? Le président russe a attendu près de 20 heures après l'attentat pour prendre enfin la parole. Dans son allocution, il a désigné l'Ukraine comme coupable selon nos informations. Un chemin avait été préparé du côté ukrainien pour leur permettre de franchir la frontière. Reportage signé de Marine Bigot. Sans partage, il tire sa toute-puissance. Se pensant le mieux à même de protéger son pays, le mieux à même de museler toute forme de contestation. L'attaque d'hier est-elle de nature à faire vaciller, à humilier le maître du Kremlin ? Vladimir Poutine a attendu près de 20 heures après l'attentat pour enfin prendre la parole. Dans son allocution, il désigne à mots à peine couverts l'Ukraine. Ils ont tenté de se cacher en se dirigeant vers l'Ukraine, où selon nos informations, un chemin avait été préparé du côté ukrainien pour leur permettre de franchir la frontière. À aucun moment dans son allocution, Vladimir Poutine ne fait allusion à l'État islamique, qui a pourtant par 2 fois revendiqué l'attaque. Et il y a 15 jours, l'ambassade américaine en Russie alertait d'un risque d'attentat islamiste imminent. Dans un document officiel, elle recommandait même d'éviter les grands événements comme les concerts. Une alerte balayée d'un revers de main par Vladimir Poutine 3 jours avant la tuerie. Les déclarations des Occidentaux sur de possibles attaques terroristes en Russie ne sont que de pur chantage. Toutes ces années, Vladimir Poutine n'a cessé de vanter des services secrets russes infaillibles. Au lendemain de l'attaque, leur efficacité semble remise en cause, même par la rue. C'est effrayant, parce que cela signifie que nos services secrets ne font pas leur travail correctement. Pour éviter d'être déstabilisé, Vladimir Poutine va tenter de capitaliser sur l'attentat, selon certains spécialistes. Plus il y a des risques, plus il y a des menaces, en l'occurrence, plus les attentats sont importants, graves, monstrueux, plus Vladimir Poutine va pouvoir se poser en recours. Et ceux qui ne l'accepteront pas seront considérés immédiatement comme des traîtres et bien évidemment comme des complices de ceux qui ont fomenté l'attentat. L'opposition redoute déjà un tour de vis et que Vladimir Poutine en profite pour radicaliser un peu plus son pouvoir. Une photo de 4 hommes a été publiée ce samedi par l'État islamique. Ils sont présentés comme les assaillants de l'attaque. L'un d'eux porte un polo gris. Il a été arrêté. Il a été présenté comme l'un des auteurs de l'attentat. On entend dire qu'il a tué pour de l'argent. Le Kremlin a annoncé l'arrestation de 11 suspects depuis l'attaque terroriste d'hier. Attention aux images qui vont suivre pouvant sensibiliser certaines personnes. Marine Migaud. Cette photo a été publiée aujourd'hui par le groupe État islamique. 4 hommes présentés par Daesh comme les assaillants de l'attaque. L'un d'eux porte un polo gris. Certains experts s'interrogent.
S'agit-il de l'individu avec le même polo, filmé sur ces images relayées par les médias russes? Arrêté, il est présenté comme l'un des auteurs de l'attentat. Au sol, menotté, le suspect est interrogé. On l'entend dire qu'il a tué pour de l'argent. Le Kremlin a annoncé au total l'arrestation de 11 suspects depuis hier. Cet homme aussi serait l'un des assaillants présumés selon les médias russes. Un t-shirt orange, comme l'individu à gauche sur la photo. Les renseignements américains sont convaincus que les auteurs de l'attentat appartiennent à l'EIK, la branche afghane de l'organisation État islamique. Elle a été fondée en 2015 par des membres en rupture avec les talibans. Ils ont ensuite adopté une version encore plus radicale de l'islamisme. Aujourd'hui, cette filiale afghane est l'une des plus actives avec celle du Sahel et elle a une caractéristique, c'est qu'elle ne combat pas seulement en Afghanistan, mais elle tente de s'implanter sur l'Asie centrale et de remonter donc vers la Russie. Or, l'Asie centrale, c'est la chasse gardée, bien entendu, de Moscou. La Russie dans le viseur de Daesh, notamment depuis 2015, quand Moscou a soutenu Bachar al-Assad et fait la guerre à ses côtés contre l'organisation terroriste. La Russie est désignée comme ennemie par l'État islamique depuis 10 ans. Les Russes sont impliqués contre l'État islamique depuis 2015 en Syrie. Les 3 batailles de Palmyre, c'était avec les Russes. Et donc l'État islamique estime qu'il y a une dette de sang avec la Russie. Donc si c'est ta branche en Afghanistan qui est en capacité de le faire, elle le fait. Préoccupée par sa guerre en Ukraine, la Russie apparaît également comme une cible privilégiée pour les terroristes, selon certains spécialistes. Mais ce n'est pas la première fois que Moscou subit des attentats sanglants. En 1999, par exemple, des attaques à l'explosif attribuées à des Tchétchènes contre des immeubles d'habitation font 290 morts. Autre événement tragique, octobre 2002, quand plus de 900 spectateurs sont pris en otage par une quarantaine de terroristes tchétchènes dans ce théâtre de Moscou. Bilan, 128 morts à l'issue de l'assaut des forces de l'ordre. Dans la commune de Vienne, en Isère, il y a une seule station-service et elle propose depuis un peu de nouveauté de l'essence 24 heures sur 24 pour la gérante Nathalie Deluret. Cet investissement était indispensable dans cette zone rurale. Elle dit que les gens viennent maintenant tout au long de la nuit et se servent en toute autonomie, constate-t-elle. Une aubaine pour la station, on est passé à 30% d'activité en plus, cela génère beaucoup de trafic, ajoute la gérante. Reportage et rencontre signé Marine Bouvier. Dans cette commune de la Vienne, une seule station-service. Et depuis peu une nouveauté, de l'essence 24 heures sur 24. Pour Nathalie Deluret, la gérante, cet investissement était indispensable dans cette zone rurale. Les gens maintenant viennent tout au long de la journée, la nuit, et se servent en toute autonomie. L'activité a pas mal augmenté, on est passé à 30% d'activité en plus, donc ça génère beaucoup plus de trafic. Un investissement essentiel face à la concurrence des autres enseignes du département. Pour cet habitué, pas question d'aller voir ailleurs. Je sais que j'ai la qualité et je sais surtout que je maintiens un service, que ce soit pour le carburant et pour l'entretien. Très important. Il n'y en a pas d'autre autour. Tout simplement. Pour s'assurer des rentrées économiques supplémentaires, la station a une double activité, pompiste-garagiste. Car faire le plein de carburant en zone rurale devient de plus en plus difficile. En 2023, 122 stations indépendantes ont baissé le rideau. En cause, la concurrence des hypermarchés et des automobilistes qui achètent plus de véhicules électriques. Pour les syndicats, la survie des petites stations tient dans la polyvalence. Il faut que les revenus manquants sur le carburant traditionnel, on puisse les recueillir par d'autres actions. Donc l'électrification, mais on sait que ce n'est pas la solution pour toutes les stations. La diversification économique, par exemple créer du relais colis alors que vous n'en avez pas. Aujourd'hui, la France compte moins de 11 000 stations-service. Elles étaient 4 fois plus dans les années 80. Au pays de la pâtisserie, ils grignotent le pain au chocolat, les cookies frais, loin des biscuits industriels et standards, séduits dans l'Hexagone. Par exemple, en 1985, un Français sur 5, pionnier et découvreur de recettes, achète une petite enseigne américaine avant de l'emporter.
L'entreprise française, rencontrée par des journalistes de France Télévisions, peut produire jusqu'à 800 kg de pâte à cookies par jour. L'enseigne affirme que sa production n'est pas industrielle car la pâte crue est cuite directement en boutique. Pour Pâques, elle souhaite commercialiser un gâteau spécial. Olivier Legnouza nous emmène vers la ruée des cookies. Il brille de mille feux, de mille éclats, de noisettes et de chocolat. J'aime bien le croustillant extérieur et le moelleux intérieur. Ça fait plus pâtisserie, c'est pas sec du tout en tout cas. À toutes les sauces. Généreux, au pays de la pâtisserie, il grignote le pain au chocolat. Le cookie, en préférence. Le cookie, ça a plus de goût. Le cookie frais, loin du biscuit industriel. En 1985, un Français achète une petite enseigne américaine, l'importe, pionnier et découvreur de recettes. On lance la fabrication des caramilki, chocolat au lait et caramel à l'intérieur. C'est une petite journée de 400 kg. On peut monter jusqu'à 800 kg. On fait 8000 cookies pour aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 15-16 000. C'est pas industriel, on fait des cookies vraiment pâte crue qui vont être cuits directement en boutique. Toute l'année, 10 cookies proposés. À l'occasion de Pâques, création d'un gâteau spécial. Prix 4,90 € contre 3,50 € en moyenne. Plus gourmand. L'idée, c'est vraiment de proposer un cookie qui est vraiment un cookie pâtissier pour avoir quelque chose qui est presque plus qu'un cookie. Plus rentable. On a lancé ce cookie-là depuis le 1er mars. Ça représente 12% de notre chiffre. Ça a une variation forcément très visible sur notre chiffre d'affaires. Manger des parts de marché. Les ventes explosent. Au total, l'enseigne a vendu l'an dernier 2 millions de cookies. Je cherche l'adresse de la prochaine boutique parce que c'est la première fois que je m'y rends. Prévision pour cette année, 3,5 millions. Multipliez les adresses. La dernière, c'était il y a un mois. Et on en a encore quelques autres prévus dans les 3 prochains mois. Faire face à la concurrence. Il y a beaucoup de boutiques, beaucoup de nouvelles maisons de cookies qui apparaissent. Il y en a un à 80 mètres depuis 6 mois. Et puis il y en a un peu plus bas dans la rue. Il ne faut pas s'endormir. Dernière visite de chantier de la 20e boutique. Les fours plus près du client. Ouverture prévue pour le week-end de Pâques. La Cookie Mania. Un jeune couple veut lui aussi en profiter. Premier biscuit fabriqué à la maison pendant la Covid. Expédié par la poste, un carton. Une première boutique ouverte à Cannes, une deuxième à Paris. Le jour de l'inauguration, le bouche à oreille a fonctionné. Sans les réseaux sociaux, on serait pas là. Ça diffuse vraiment partout dans le monde. On a des personnes de l'Angleterre, des US, de l'Espagne, de la Grèce. Greece. Ils sont célèbres, on les a découverts sur TikTok. C'est le vrai cookie américain, vous avez le moelleux à l'intérieur, c'est le top. Près d'1 million d'abonnés les suivent sur la toile. Leur spécialité, les cookies fourrés. Cookie Bro Brownie, Rocher Nutella, Praline Choc Praline, Paris-Brest Praline Feuilletée, Berry Love Berry, Matcha Berry Berry, Lotus Lotus, X Gourmand, beurre de cacahuète. Préparation de la pâte la veille. Cuisson, décoration, 300 gâteaux vendus chaque jour, le double le week-end. Sans emploi il y a 4 ans, 7 boutiques aujourd'hui, ils font appel à un architecte pour développer la franchise. L'enjeu pour votre marque, c'est de pouvoir créer un design sur mesure d'information à l'entreprise. Ambition, s'exporter. On a des demandes déjà aussi autre part à l'international. On a en Angleterre, ça serait très très bien. Un désir s'implanter aux US. Le rêve américain, réalisé par l'un des plus grands chefs pâtissiers de France. Place Vendôme, Paris, le Ritz, temple du luxe. Ses restaurants, sa boutique gourmande. Le palais de François Perret. C'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est ultra régressif. Et c'est vrai que quand je suis revenu des États-Unis et que j'ai vu un petit peu cette dynamique sur le cookie, je me suis dit qu'il y a un truc à faire. Il imagine tous les desserts du palace, revisite les classiques, propose son cookie. Il est moelleux encore. Il est croustille moelleux. La pâte de noisette, c'est vraiment ce qui va permettre de garder le cookie moelleux. Une botte secrète et une petite astuce. Mettre le chocolat vraiment après pour éviter qu'il caramélise et qu'il brûle un peu, qu'il reste vraiment chocolat. Je ne sais pas s'il est toujours américain celui-ci. Il a sa place dans la pâtisserie française complètement. De par la gourmandise qu'il dégage, je suis sûr qu'il plairait aux Américains. Il faudrait que je leur pose la question.
Longtemps snobé, aujourd'hui célébré, le cookie, petit biscuit, devenu pépite. Et demain, nous vous emmènerons en Corrèze en allant notamment à la rencontre du patron d'une corderie sauvé de la faillite d'une conseillère matrimoniale et d'un jeune exploitant agricole, comme vous le voyez derrière moi. Le SIDAction célèbre son 30e anniversaire le week-end du 23 mars. Pourtant, après 3 décennies, les préjugés sur le VIH persistent et progressent chez les 15-25 ans. Selon l'IFOP, un jeune sur 4 se dit mal à l'aise à l'idée de travailler avec un séropositif. Pour les représentants de SIDAction, ce constat inquiétant montre qu'il est encore plus que nécessaire de poursuivre le travail d'information à l'école. Depuis la loi de 2001, il est censé y avoir 3 à 4 séances par an à l'éducation à la sexualité et ce n'est pas le cas, dénonce Jennifer Pasquier qui est directrice scientifique de SIDAction. Reportage de notre rédaction ce soir. 30 ans après la création du SIDAction, les préjugés sur le VIH persistent et progressent chez les 15-25 ans. Selon l'IFOP, un jeune sur 4 se dit par exemple mal à l'aise à l'idée de travailler avec une personne séropositive. Pour les représentants du SIDAction, ce constat inquiétant montre qu'il est plus que nécessaire de poursuivre le travail d'information. Il y a toujours une ignorance. Le premier travail, c'est effectivement le travail d'information, que les choses se disent. Et puis là, le deuxième axe, c'est l'école, évidemment, puisque à l'école, depuis la loi de 2001, il est censé y avoir 3 séances par an d'éducation à la sexualité. Et ce n'est pas le cas. Sur le plan médical aussi, 40 ans après la découverte du virus, les idées fausses sont tenaces. 30% des jeunes considèrent que le VIH peut se transmettre par un baiser. Un quart d'entre eux en partageant le même verre ou la même assiette. Et 1 sur 3 pense qu'il existe un vaccin ou un traitement pour en guérir. Le virus ne se transmet pas par les ustensiles de cuisine, par la salive, par les baisers. Le VIH se transmet tout simplement par des rapports sexuels quels qu'ils soient. On n'a pas encore trouvé de vaccin. Il n'y a pas non plus un traitement qui guérit. 39 millions de personnes vivent avec le virus du sida dans le monde. Voilà, et pour faire un don de la SIDAction, c'est le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, le numéro 110. C'est la fin de cette édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir, très lourde et très bouleversante, notamment liée à la guerre en Ukraine aussi. Et puis Vladimir Poutine qui tire sa toute-puissance de ses 25 années de règne sans partage, notamment lié donc à cet attentat survenu lors d'un concert en Russie. Je vous souhaite de passer une très belle soirée malgré tout. Je vous dis à demain dès 13h pour de nouvelles informations. Merci et bonsoir.